Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Ça va. Il y a beaucoup d'événements dans l'actualité qui ont attiré votre attention. On va commencer par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui a voté pour la publication du rapport de Charles Aloncle, député UDR qui a bataillé pendant des mois pour tenter de soulever le capot de la machine de France Télévisions et Radio France. Son style a bousculé certaines personnes auditionnées. Il a été vivement critiqué. On essaiera de comprendre pourquoi. Et puis, on se penchera sur ce qu'il faudrait améliorer dans l'audiovisuel public en matière de financement, mais aussi de neutralité politique. La prise de bec entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron à propos des relations avec l'Algérie. En visite cette semaine dans un hôpital dans l'Ariège et en constatant la présence de nombreux médecins étrangers pour faire face à la pénurie de médecins français, eh bien le président, Michel, a eu cette petite phrase sur les maboules, selon ses mots, ceux qui veulent adopter une ligne dure vis-à-vis d'Alger. Bruno Retailleau s'est senti visé. Il lui a vertement répliqué que le problème, ce ne sont pas les médecins, mais les OQTF, que l'on n'arrive pas à renvoyer. On évoquera aussi le cas Boualem Sansal qui fait la une du JD News cette semaine. L'écrivain découragé par les critiques qui a un temps envisagé de quitter la France avant de se raviser. Un cas d'école pour vous de la furie inquisitoriale de l'islamo-gauchisme. L'hommage national rendu au sergent Anissé Girardin sur sa base de Suippes dans la Marne avec ses frères d'armes. En l'absence du chef de l'État et en présence de la ministre des Armées, ce soldat français déployé dans le cadre de la FINUL a succombé à ses blessures. Après une attaque du Hezbollah au sud Liban, son chien était présent puisqu'il faisait partie d'une brigade cynophile. L'humour so-british du roi Charles III face à Donald Trump, le souverain en visite aux États-Unis, a rappelé à son hôte que sans les Anglais, eh bien les Américains parleraient sans doute français. Cela vous a amusé, Michel, vous nous direz pourquoi. Enfin, le point philo, l'éloge de la paresse de Paul Lafargue. En ce lendemain de 1er mai, comment prendre au sérieux ce texte entre la droite qui veut toujours travailler plus et la gauche qui veut nous assigner à l'oisiveté. J'ai hâte de vous entendre là-dessus, mon cher Michel. On y va, c'est parti ? On y va. On commence par le rapport sur l'audiovisuel public français qui sera bien publié la semaine prochaine. Il s'en avait fallu de peu pour qu'il ne passe à la trappe, mais les députés de la commission ont finalement opté pour sa publication. Il y a eu énormément de tensions tout au long de ces auditions qui ont duré des mois. On fait le point, si vous le voulez bien, avec Mathilde Couvillère-Fleurnoy et on en débat avec vous. Le rapport de Charles Aloncle sera finalement publié la semaine prochaine. Une victoire pour le rapporteur. Sans l'union des droites, sans le soutien du groupe Lyot, on n'aurait pas eu la publication de ce rapport. Donc il faut aussi le souligner. Dans ce rapport, Charles Aloncle constate de nombreux dysfonctionnements dans l'audiovisuel public. Mais quand j'entends le président macroniste de la commission d'enquête expliquer que je suis partisan de la privatisation, alors que depuis le début, j'explique que le but de cette commission d'enquête, c'est de mettre en lumière les dérives et les dysfonctionnements pour mieux les résoudre. Et que c'est pas en mettant la poussière sous le tapis, en fermant le couvercle, qu'on arrivera à sauver ces entreprises. C'est pourquoi le rapporteur a dressé pas moins de 80 propositions, parmi lesquelles figurent des mesures chocs, comme la suppression de la chaîne jeunesse France 4, de France TV Slash et de la radio Move, la fusion de France 5 avec France 2. Il propose également de soumettre les figures de la télévision et de la radio publique à une stricte neutralité et de revenir à la nomination des dirigeants de France Télévisions et Radio France par l'Élysée. L'ensemble de ces propositions permettrait d'après lui de dégager plus d'1 milliard d'euros d'économies, soit le quart des crédits alloués par l'État à l'audiovisuel public. Cette somme servirait à l'entretien du patrimoine de l'État et au désendettement du pays. Voilà, Michel Onfray pour le point sur ce dossier. Il y a plusieurs choses. Il y a ce que préconise ce rapport et puis les critiques qui l'ont entouré. Qu'est-ce que vous préférez ? Commencer par quoi ? Les critiques ou par le fond du rapport ? Oui, les critiques. Les critiques. Pourquoi est-ce que ce Charles Aloncle, donc le rapporteur de la commission, a été tant critiqué, attaqué, menacé, voire ? C'est la matrice. C'est la matrice. C'est ici qu'on fabrique l'idéologie comme il faut la penser. Des éléments de langage, le vocabulaire. On décide des bons auteurs, des mauvais auteurs, des gens qu'on invite, des gens qu'on n'invite pas, des gens qu'on va promouvoir, des gens qu'on va détruire, des gens dont à qui on va faire une belle réputation, des gens à qui on va faire une mauvaise réputation. Ça sert à ça. Et donc, on ne va pas rendre possible l'entrée dans la forteresse pour voir comment ça fonctionne. Si vous dites qu'il y a une Bastille, on aimerait bien savoir ce qui fonctionne, on aimerait bien visiter
les coulisses. On vous dit non. On vous dit non. Laissez-nous tranquilles. Alors, il y a évidemment les notes de taxi, les notes de frais, les notes de chambre, d'hôtel, les notes de représentation. Enfin, un nombre de l'argent, c'est considérable. Il y a ça. Il y a aussi, on l'a vu, on l'a su, des gens qui vendent leurs boîtes, qui se font racheter, qui, au passage, font des commissions incroyables, des bénéfices incroyables avec l'argent public, et qui finissent par faire la même chose, mais payés 2 fois avec des salaires incroyables. On découvre tout ça. Mais on n'a pas assez dit que c'était la fabrique de l'idéologie d'État et la reproduction de l'idéologie d'État. C'est ici qu'on vous explique ce que c'est que bien penser, mal penser, donc sur le climat, ce qu'il faut penser, sur l'immigration, ce qu'il faut penser, sur la guerre d'Algérie, ce qu'il faut penser, sur Sartre, sur la psychanalyse, sur tout ça, quoi. Donc, et c'est ici que ça se passe. Et là, c'est le premier étonnement, mais en fait c'est à peine un étonnement, mais c'est de voir que toute la gauche refuse ce rapport en disant mais laissez-nous fabriquer notre truc. Et les députés macronistes qui disent on s'abstient, donc Ponce Pilate, on s'en lave les mains, quoi. Oui, alors que les macronistes, c'est le même monde. C'est-à-dire que le monde promu par France Inter, c'est le monde de la France insoumise, c'est le monde qui va de la France insoumise jusqu'à Macron, et qui va même jusqu'à une certaine aile gauche, on dira, ou progressiste si l'on veut, et je mets tout ça entre guillemets, mais des républicains. Je pense pas qu'on dise beaucoup de mal de monsieur Xavier Bertrand, de monsieur Juppé, ou un certain nombre d'autres personnes qui sont présentées comme des gens de droite. Et là, ils ont effectivement le lieu dans lequel ils savent qu'on va bien les traiter, qu'on va pas leur dire du mal, on va pas les traiter de fascistes. Moi, quand j'étais invité sur le service public, parce que j'y étais, c'était toujours des questions du genre alors, quand est-ce que vous allez voter au Front National ? Qu'est-ce qui vous empêche de voter pour le Front National ? Avez-vous déjà voté pour le Front National ? Envisageriez-vous de voter pour le Front National ? Ah tiens, c'est terminé, le temps d'antenne est terminé. Donc il y avait ceux qu'on invitait pour leur mettre des coups de poing dans la figure. Et ceux qu'on encensait. Et après, il y a ceux qu'on n'invitait plus, du tout. Et puis après, il y a ceux dont on dit quel livre formidable, extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre, c'est fantastique. Et si éventuellement vous dites, tiens, ça s'est vendu comment, ça s'est promu comment, qui a dit quoi, quels sont les arguments, avez-vous vraiment lu ce livre ? C'est plus le sujet, quoi. Ouais. Donc Michel, ça veut dire que les critiques contre ce rapporteur, c'est le fruit d'un système qui se défend et qui ne veut surtout pas qu'on le remette en cause. Absolument. Althusser, qui était un philosophe marxiste, on dira ça pour aller vite, avait inventé un concept qui était AIT, les appareils idéologiques d'État. AIE, pardon, un appareil idéologique d'État. Et il faut écouter ça parfois, de temps en temps, quand je fais ma cuisine, je me dis, je m'en prends une petite piqûre, une petite dose, pour voir comment ça marche. Bah alors là, il y a l'autre fois sur France Inter, on faisait l'éloge du sabotage. Il y avait une jeune fille qui expliquait qu'elle crevait les pneus des 4x4 parce qu'elle trouvait ça formidable, et on trouvait ça fantastique, et elle a parlé pendant au moins 45 minutes avec l'argent de l'État. Donc, alors c'est pour ça que parmi les critères que propose Charles Lalonde, la neutralité de ceux qui parlent sur les antennes, c'est très compliqué à instaurer. Moi j'y crois pas à la neutralité. Est-ce qu'il y a une neutralité, ça existe ou pas ? La pluralité. Non, la neutralité c'est pas possible. Non, j'allais dire, même si vous faites une espèce de fiche même l'intelligence artificielle n'est pas neutre. Je veux dire, non, mais en revanche que tout le monde soit représenté. Qu'il y ait sur le service public une émission dont on puisse dire que celui qui l'anime a sa carte au Parti communiste français. Et qu'il y ait aussi une émission avec quelqu'un qui, lui, a sa carte au Rassemblement national. Tout ça ne me gêne pas du tout. Mais pas des gens dont 100% des opinions sont absolument les mêmes. C'est le gauchisme culturel et il n'y a pas d'option alternative. Mais on doit pouvoir dire, bah oui, à cette émission-là, il y avait jadis Daniel... Pas forcément de la neutralité, mais du pluralisme, hein, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est ça. Ouais. Neutralité, ça n'est pas possible. Je ne pense pas que ça puisse exister. Mais le pluralisme, en disant, vous allez avoir des propos contradictoires, et même sur un plateau, des vrais propos contradictoires. Quand vous avez des plateaux qui sont 100% cohérents, enfin, qui ont la même cohérence intellectuelle, qui disent exactement la même chose, vous n'avez pas besoin de 5 personnes, ça coûte trop cher. Mettez quelqu'un qui va parler tout seul dans le micro et qui va vous dire ce qu'il faut penser et ce qu'elle a bien pensé. La nomination des dirigeants par l'Élysée, au moins c'est clair, comme ça il n'y a pas de faux semblants, on ne se cache pas derrière des autorités indépendantes. Écoutez, qui ne le sont pas. J'aime le peuple et le génie du peuple, et je pense que de la même manière que les magistrats devraient être choisis par le peuple, on devrait choisir. Bon. Vous auriez des partis qui décideraient ou des gens qui diraient voilà ce que sont mes projets.
Et puis, il y aurait des votes qui permettraient, il peut y avoir un système, je sais pas, j'improvise, mais des quotas qui seraient nommés par le président de la République, nommés par 2 ou 3 autres grands sages, je dirais, et puis aussi par le peuple qui pourrait dire, nous, on veut ou on veut pas. On a envie ou on n'a pas envie. Est-ce que, par exemple, on peut payer aussi cher pour qu'il y ait des jeux sur le service public ? De la télé-réalité. Ou de la télé-réalité. Ça fait partie d'un projet culturel. Je veux dire que quand le général de Gaulle donne la culture à Malraux, il lui dit il faut faire de telle sorte que vous puissiez hisser les gens jusqu'au chef-d'œuvre. Et pas baisser les chefs-d'œuvre jusqu'aux gens, parce que là, à ce moment-là, on dit qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Vous écoutez cette bêtise, ça s'appellera de la culture désormais. Ça, c'est Jacques Lang. Mais on peut très bien imaginer que dans le service public, on puisse, ce qui a été fait à l'époque de Gaulle, et ça a été fait, je rappelle, avec la plupart du temps des réalisateurs communistes, et le Parti communiste des années 50. Les Claude Santelli, les Claude Barma, ou ces gens, Marcel Bluval, qui étaient géniaux, qui faisaient des choses formidables, qui respectaient les œuvres. Et quand Marcel Bluval fait son Don Juan et qu'il y a Michel Piccoli et que les acteurs sont formidables, la mise en scène est formidable, le texte est génial, on ne fait pas dire au texte ce qu'il ne dit pas, etc. Vous dites un service public, ça devrait être ça. Et puis on se dit, par exemple, on a de l'argent et on fait la totalité de la comédie humaine. Et on dit à quelqu'un, vous allez bosser 20 ans là-dessus, mais vous allez faire la totalité des romans de Balzac, ou des romans de Zola, ou des romans de Jules Romain, ou de Romain Roland, ou de Roger Martin Dugard, en disant, on donne ça au public. Le service public, ça devrait être fait pour ça. On est dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, écoutons juste une réaction politique pour terminer sur ce chapitre de l'audiovisuel public. Une députée socialiste, Aïda Hadizadeh, qui s'est vraiment opposée avec véhémence à ce que ce rapport soit rendu public. On l'écoute. Ici, ce n'est pas Mar-a-Lago. Ici, c'est l'Assemblée nationale. Ici, ce n'est pas encore l'Amérique de Trump. Ici, c'est la République française. Et c'est là-dessus où nous avons essayé de dire stop. Et malheureusement, cette digue-là a encore cédé. Et nous avons en face de nous un rapport qui est indigent. Mais vous pourrez le constater bientôt, il sera public. Malheureusement, et nous ne le dirons jamais assez, un mensonge voyage toujours plus vite que la vérité. Et nous allons de nouveau batailler pour venir rectifier tous les mensonges qu'il y a dans le rapport à l'oncle. Et à vous aussi, journalistes, maintenant de faire votre travail et de venir pointer toutes les diffamations, toutes les insinuations et tous les mensonges qui émaillent ce rapport, toutes les pages, à toutes les lignes, à tous les paragraphes, il y a une horreur. C'est fascinant cette réaction épidermique de toute la gauche, ce n'est pas que cette députée. À toutes les lignes, il y a une erreur. C'est formidable. Elle dit la vérité, cette dame. Elle dit qu'il y a des mensonges partout, etc. Et elle nous dit quelque chose, parce qu'il faut quand même être performant, même quand on est chez les staliniens, quand on est chez les maoïstes, quand on est dans un régime dictatorial. Et il faut être quand même performant pour faire une erreur par phrase, par ligne, même pas par phrase. Une phrase, c'est 3 lignes, éventuellement. Ça veut dire une phrase, 3 erreurs. Donc, cette dame n'est pas dans l'exagération, chacun l'aura compris. Donc, ce que je conçois, c'est que dans cette aventure, c'est que quand même, il y a la détestation du peuple chez ces gens-là. Je rappelle que quand M. Aloncle nous dit que c'est la représentation nationale qui examine la façon dont fonctionne notre service public, pourquoi est-ce qu'on est contre ça ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais des Bastilles. Cette gauche qui veut absolument faire tomber toutes les Bastilles. Mais là, non, pas du tout. Elle construit des Bastilles en disant laissez-nous. Alors, on a la recherche, on a la culture, on a le théâtre, on a le cinéma, on a la publicité, on a tous ces domaines-là. Laissez-nous entre nous et puis ne venez pas à chercher, à fouiller dans nos affaires. Ces gens n'aiment pas le peuple. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une commission parlementaire ? C'est la possibilité de dire au peuple, non pas directement, ça s'appelle le référendum, mais indirectement, c'est-à-dire par leurs représentants. Et je rappelle que la Constitution dit que la démocratie, la République, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, et que le peuple il s'exprime soit directement, soit indirectement, et que si c'est indirectement, c'est avec ses représentants. Et là, c'est le travail des représentants du peuple. Et des représentants du peuple nous disent, à chaque fois que vous avez une ligne, vous avez une horreur. Pas mal. Michel, le Rassemblement national lance une pétition sur la privatisation du service public, ce à quoi était opposé Charles Aloncle et l'UDR. Est-ce que vous êtes pour ou contre la privatisation ? Non, moi je suis pour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis pour un service public qui permet de dire le service public, c'est la culture. Je pense que c'est la culture. Je ne vois pas l'intérêt de faire des tournées manèges ou je ne sais quoi. Il y aurait encore plus de ça si on privatisait le service public. Il faudrait moins, voire pas du tout, c'est pas le but de ça, mais une chaîne où on cultive vraiment les gens et sans les mépriser.
On n'est pas obligé de faire une semaine du cinéma finnois traduit en polonais avec un commentaire d'un serbo-croate qui va nous faire une table ronde parce qu'il a fait une thèse. Ça peut être intéressant. Oui, absolument. mais oui, en même temps, je plaisante, mais oui, il y a probablement moyen de rendre intéressant des semaines consacrées à un cinéma finnois. J'enlève ce que je dis pour plaisanter, parce que l'important, c'est la façon de présenter la chose. Et je pense que cette façon un peu gaulienne de présenter la culture, en disant on va faire des efforts et on va vous conduire, par exemple, je sais que ça vous est cher, mais à la musique contemporaine. Personne Même classique, hein, même classique. Oui, bien sûr, vous avez raison. La peinture. Totalement absente. À la peinture. Totalement absente oui. du service public. Vous avez parfois une minute. On vous dit sur certaines chaînes, la minute de la peinture. Non, quoi. Il y a une époque où il y avait des grandes émissions. Je me rappelle de Palette, d'Alain Jobert, par exemple, et on offrait une demi-heure à quelqu'un qui nous disait une œuvre, une demi-heure, et je rentre dans la peinture et je raconte, etc. Il y avait des petites pastilles comme ça, mais ça n'existe plus. Petites pastilles. Déjà, une pastille, c'est petit, et quand les pastilles sont petites, il ne reste plus grand-chose. Ça fait des confettis, finalement. On n'a pas besoin de confettis culturels, on a besoin d'une grande politique culturelle, et le service public devrait être là pour ça. Michel Onfray, on va évoquer maintenant un autre dossier, le dossier des maboules. Oui. C'est l'expression d'Emmanuel Macron. Il s'est rendu dans l'Ariège, visiter un hôpital, rencontrant des médecins, notamment des médecins algériens, parce qu'il n'y a pas assez de médecins français. Et il a dit que ceux qui voulaient une ligne dure avec le régime algérien étaient des maboules. On fait le point avec Sarah Varny, ça fait beaucoup réagir Bruno Retailleau, et je vous passe la parole. Entre Bruno Retailleau et le président de la République, Emmanuel Macron, la tension est montée d'un cran. En cause, une pique lancée par Emmanuel Macron contre les partisans d'une ligne dure avec le pouvoir algérien lors de sa visite dans un hôpital ariégeois. Allez dire à tous les maboules qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie. Se sentant visé, le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau n'a pas tardé à réagir. Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'en est pris à ceux qui, comme moi, sont partisans de la fermeté avec l'Algérie. Je veux lui répondre calmement mais fermement. Ce faux prétexte ne vise qu'à dissimuler les vrais problèmes. Emmanuel Macron assure néanmoins n'avoir visé personne. Je suis dans une approche positive. Je dis qu'on a besoin de ces femmes et ces hommes qui servent notre pays. Je vise personne. L'ancien ministre de l'Intérieur accuse Alger de refuser de reprendre certains ressortissants malgré les accords en vigueur. Le problème, ce ne sont pas les médecins algériens mais les centaines d'OQTF dangereux qui n'ont plus rien à faire en France. Il estime également que la politique des bons sentiments est condamnée à l'échec avec le pouvoir algérien et appelle le président à plus de courage et de fermeté. Alors là encore, Michel Onfray, il y a deux choses. Il y a les mots, la forme, et puis il y a le fond. Sur les mots, maboule, qu'est-ce que ça vous évoque? Le mot maboule qu'a utilisé le président. C'est méprisant. Je pense qu'un chef de l'État ne peut pas parler de cette manière-là. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. L'occasion déjà de parler des deux corps du roi de Kantorowicz, c'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser quand on est chef de l'État. Tout ce qui est vulgarité, grossièreté, ça marche aussi dans la présentation physique ou dans le comportement ou dans les images qu'on donne de soi-même. Il y a des mots qu'on n'utilise pas, ça veut dire cingler si on veut. On ne traite pas de cingler les gens qui ne pensent pas comme vous quand on est président de la République. C'est une thèse. Il y a ceux qui estiment qu'il faut demander à l'Algérie tout ce qu'elle veut pour lui dire on va vous offrir tout ce que vous voudrez. Ça s'appelle une thèse, c'est celle de M. Macron. Et puis il y a la thèse de ceux qui disent non, nous sommes dans un rapport de force et il faut effectivement rentrer dans la logique d'un rapport de force parce que nous n'obtenons rien sauf de l'humiliation. On humilie la France avec Kamel Daoud, on humilie la France avec notre ami Boualem Sansal, on humilie la France avec Christophe Glaise qui est en prison. Et je rappelle quand même que Kamel Daoud est coupable d'avoir écrit un roman. Et on l'a condamné à 3 ans de prison pour avoir écrit un roman. Un roman qui n'a jamais été publié en Algérie. Qui n'est pas publié en Algérie. Il a été condamné quand même. Et donc, 3 ans de prison, que fait le président de la République qui traite de maboule, ceux qui estimeraient que c'est peut-être un peu beaucoup de condamner à 3 ans de prison un écrivain pour faire son métier, c'est-à-dire d'écrire les romans que Mel Daoud écrit. Et puis le reste, c'est-à-dire sur la question de la guerre d'Algérie, il va falloir qu'on arrête aussi de souscrire à la version qui a plus d'un demi-siècle, la version du pouvoir, la version du FLN. La guerre d'Algérie n'est pas ce que nous racontons, nous, côté français. Il y aurait des choses à dire sur les harkis. Vous connaissez ma passion pour le général de Gaulle. Le général de Gaulle s'est trompé sur les harkis. Il s'est pas bien comporté avec eux. Il y avait la possibilité d'envisager là un islam républicain, un islam français, avec des gens qui avaient donné leur peau pour la France et qui étaient menacés de mort et dont certains, très nombreux, ont été d'ailleurs massacrés par le FLN. Donc il y a des choses à faire
avec une histoire de la guerre d'Algérie. Arrêtez de dire qu'il y a les bons, qu'il y a les méchants, et que nous, bien sûr, nous sommes systématiquement les méchants, et qu'eux sont systématiquement les bons. Il faudrait rappeler comment le MNA, le Mouvement National Algérien, a été massacré par le Front de Libération Nationale, le FLN, et qu'il y a eu un nombre considérable de morts musulmans qui ont été occasionnés par d'autres musulmans, simplement pour avoir le monopole du lead, enfin j'aime pas beaucoup, de la conduite, je dirais, de la guerre d'indépendance. Donc faisons véritablement de l'histoire, mais arrêtons de faire de l'idéologie. Il ne fait que de l'idéologie, le président Macron. Alors oui, il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit sur la question des médecins étrangers. Mais pourquoi est-ce qu'en 10 ans, il n'a pas rendu possible des fabrications en masse de jeunes médecins, de jeunes femmes et hommes qui seraient médecins en France? Qu'est-ce qui se passe en France pour qu'on ait besoin d'aller chercher des médecins ici, ailleurs, je ne sais quoi? Moi, ma compagne est décédée d'un cancer, et je me souviens d'un ami médecin argentin qui était marocain et qui me disait d'une personne, je ne dirais pas qui, je ne dirais pas sa nationalité non plus, qui était d'une nationalité européenne, et qui m'a dit mais cette personne n'a pas le diplôme de médecin. Et j'avais dit au directeur de l'hôpital, je dis écoutez, quand même, il me dit oui, je sais, mais il n'est plus là, donc c'est pourquoi j'en parle. Mais il me dit c'est la seule personne qui accepte de venir dans une sous-préfecture, et je sais qu'elle n'a pas les diplômes. Je dis elle soigne ma compagne qui a un cancer, quoi. Et vous consentez à ce genre de choses. Donc il y a plein de médecins venant de l'étranger qui sont des médecins extrêmement compétents, qui passent des diplômes d'habilitation, c'est-à-dire ils ont des compétences en Algérie, et pour revenir en France, on leur demande de manifester des compétences françaises. Donc ce sont des gens compétents. Beaucoup de médecins étrangers qui travaillent sur le sol français. Mais c'est quoi l'intérêt? Et puis d'autres ne le sont pas. Donc faisons le tri, véritablement. Et ne disons pas, acceptons les mauvais, car il y a des bons et il y a des mauvais. Sélectionnons les bons, gardons-les et travaillons avec eux. Et en ce sens, Emmanuel Macron a raison. Et puis quant aux mauvais, eh bien non, ça n'est pas possible. C'est pas parce que vous avez un diplôme de charcutier que vous aurez photocopié un truc avec un faux diplôme qui vous permet d'arriver des pays que je ne citerai pas, je ne voudrais pas qu'on reconnaisse ces gens, mais que vous avez la possibilité d'exercer comme cancérologue dans un hôpital de sous-préfecture. On fait juste une petite pause, Michel. On se retrouve dans un instant. On continuera à évoquer la question de la relation entre la France et l'Algérie. On écoutera Marine Le Pen qui, elle, fustige la trumpisation d'Emmanuel Macron. À tout de suite. On se retrouve Face à Michel Onfray. C'est la seconde partie sur CNews et sur Europe 1. On termine le chapitre sur les relations entre la France et l'Algérie en écoutant Marine Le Pen qui fustige la trumpisation d'Emmanuel Macron. Je note la trumpisation d'Emmanuel Macron. Il semblerait qu'il prenne modèle sur le président des États-Unis qui a un langage extrêmement cru. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, je trouve cette indignation indigne. Parce que la réalité, c'est qu'il est tout à fait naturel que dans notre pays, nous fassions passer aux médecins étrangers un examen, au même titre d'ailleurs que les médecins français, pour être sûr que les gens qui viennent chercher des soins aient les soins de meilleure qualité possible. Voilà, pour Marine Le Pen, alors il y a de l'ironie dans ses propos parce que c'est elle qu'on a beaucoup accusé de Trumpiste, d'être Trumpiste. Donc là, elle renvoie la balle à Emmanuel Macron, Michel Onfray. Oui, on sent bien. Bon. Oui. Elle le dit, c'est pour la forme. Elle n'en est pas restée à la forme, elle a ajouté le fond, heureusement. Puis en même temps, c'est de bonne guerre, parce qu'à chaque fois, elle est coupable de Poutine, elle est coupable d'Orban, elle est coupable de Trump, elle est coupable de tout. Et donc, c'est de bonne guerre de dire une chose pareille. Je ne suis pas un fan d'Emmanuel Macron, ça ne l'échappe à personne. Ah bon? Mais je pense qu'il n'est pas à ce degré de grossièreté que Trump a atteint. On est d'accord. C'est pas la même chose. Pardon. Il utilise du vocabulaire, c'est pas grossier. Courant, voilà. C'est du vocabulaire un peu trivial, mais c'est pas grossier, quoi. L'autre est vraiment très grossier. Parlons de Boualem Sansal, évidemment, votre ami, notre ami, qui a été vivement attaqué par tout le système politico-médiatique depuis bizarrement qu'il a changé d'éditeur. Certains lui reprochent de s'être droitisé, alors que lui dénonce sans cesse les excès de l'islamisme en Algérie. Il fait la une du JD News avec notre enquête. Ils veulent faire taire Boualem Sansal. Vous dites qu'il est le symbole de la furie inquisitoriale de l'islamo-gauchisme. Expliquez-nous, Michel Onfray. Oui, parce que je vis ça aussi depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que vous avez des journaux qui commencent à dire si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Si vous êtes contre nous, si vous n'êtes pas de notre gauche, vous ne pouvez pas être de gauche. Donc si vous n'êtes pas de gauche, vous êtes de droite. Si vous êtes de droite, vous êtes d'extrême droite. Et donc on vous coupe les robinets et vous n'êtes plus invité nulle part.
C'est-à-dire plus de services publics, plus de télévision, donc on fait silence sur vous, vous n'existez plus. Vous faites un livre, on n'en parle pas de vous. Et éventuellement, on peut faire un papier, mais pour vous casser la figure, et puis et vous en prenez plein la figure comme ça. Bon, d'accord, très bien. Et puis un jour, il y a Valeurs Actuelles qui vous dit, vous ne voudriez pas faire un entretien sur ceci, cela. Pourquoi pas, Éléments, pourquoi pas. Okay. On dit, ah, mais la preuve est donnée qu'il est vraiment d'extrême droite. Le support en fait foi. Et puis après, on dit, mais sur CNews. Bien, je dis, mais il y a plein de gens qui me disent, enfin des gens, pas plein, mais qui me disent, quoi, CNews? Je dis, mais ça fait 10 ans que je ne vous entends pas sur le silence auquel on m'a contraint. Et là, d'un seul coup, vous êtes en train de me reprocher de dire sur CNews ce que je dis, jugez-moi sur ce que je dis. Non, on juge sur le support. Donc si Valeurs Actuelles a fait un entretien avec Boualem Sansal, c'est que Boualem Sansal est d'extrême droite. On peut dire, mais attendez, il a une œuvre, elle est abondante. Et vous regardez les prix qu'il a reçus, c'est considérable. Tous ces gens qui nous et le nombre de livres qu'il a vendus, contrairement à ce que disent et quantité de livres ont été vendus comme des best-sellers. Mais dites en quoi ? Plutôt que de dire facho, fasciste, d'extrême droite, pourquoi pas néo-nazi, ça a été utilisé pour le garçon qui a été massacré à coups de pied. Faites-en la démonstration. D'accord, d'extrême droite ou quand, comment. Il a commis un péché mortel, il dit la réalité de l'islamisme. Pas de l'islam, de l'islamisme. Il dit très précisément dans un certain nombre de livres des choses qui sont justes. Par exemple, comment un certain nombre de nazis se sont trouvés intégrés à des régimes arabes qui étaient antisémites après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un fait historique. Il en fait des romans magnifiques. Il réécrit, autant qu'on puisse le faire, mais le 1984 d'Orwell. À partir d'aujourd'hui, il fait un travail intellectuel extrêmement intéressant. Mais il ne dit pas que l'islam, que l'immigration, c'est une chance pour la France, mettez des guillemets, des traits d'union partout pour avoir les éléments de langage. Donc il faut bien assassiner ce personnage-là. Enfin, métaphoriquement, entendons-nous bien. Virtuellement. Je retire le mot, il faut agresser le personnage. Maintenant, il a 80 ans passés, il a passé une année en prison, c'est pas rien. C'est pas rien de passer une année en prison avec des gens qui vous maltraitent, avec des gens qui ne vous donnent pas de quoi lire, de quoi travailler. Je me rappelle Antoine Gallimard, il relit l'œuvre complète de Victor Hugo. Moi, je l'ai trouvé bien gentil, et il est bien gentil, Boualem, quand il est rentré et qu'il a fait autant de concessions à Gallimard. Donc j'ai très bien compris par la suite qu'il ait compris, parce qu'on a dû lui expliquer comment les choses se sont passées. Il a fait aussi des concessions à l'Académie française, qui ne l'a pas beaucoup soutenu quand il était prisonnier. Et d'un seul coup, il découvre, parce que c'est un vrai gentil dans le fond, il découvre la méchanceté des institutions, la méchanceté des éditeurs, la méchanceté des journalistes, la méchanceté de lecteurs qui n'ont pas lu, la méchanceté d'écrivains qui ne vendent rien, qui n'ont pas fait d'œuvre, qui on a vu parfois que vous avez des auteurs qui vivent comme des auteurs sans rien vendre, simplement parce que des avaloirs, les avances qui vous sont données. Un auteur touche la part de son éditeur avant d'avoir écrit le livre. L'avaloir, c'est on va peut-être vendre 100 000 exemplaires de votre livre, donc on vous donne en avance l'argent que vous allez toucher. Or, vous ne le touchez pas, mais vous gardez quand même l'argent. C'est spécial quand même comme coutume. C'est une avance sur salaire, en fait, tout simplement. C'est l'avance sur un salaire supposé. Oui, fictif. Sur un salaire supposé, parce que si on vous dit le mois prochain vous allez gagner ça, mais je veux bien vous donner ce que vous allez gagner le mois prochain, il n'y a aucun problème. Mais là, si on vous dit vous pourriez gagner, si vous travailliez dans un endroit, vous auriez la possibilité de gagner, donc on vous donne parce que vous allez probablement gagner, et vous ne gagnez pas. Personne ne rembourse les avaloirs. Et bien évident que quand vous avez une toiture à refaire, une maison à acheter, un prêt ou ceci ou cela, vous pouvez demander des avaloirs sur 3 ou 4 livres. Donc évidemment, vous êtes très attaché à votre éditeur. Et puis quand c'est une Bastille, là encore, et que vous avez la possibilité de dire, eh bien on va rentrer dans la Bastille, on va voir qui est payé, comment, qui vend des livres, quel est le salaire de l'éditeur, est-ce qu'il y a vraiment une rentabilité, etc. Et là on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette façon inquisitoriale de se comporter, le fascisme, etc. Non, c'est juste dans une boîte, vous avez la possibilité de demander des comptes. Et donc, Boualem, il découvre la meute. Et c'est difficile quand vous avez la fatigue, l'âge, de vous en prendre plein la figure, comme ça. Donc vous pouvez dire, à un moment donné, quand vous avez une caméra sous le nez, dire, moi j'en ai marre, la France, je quitte, c'est terminé. Et puis, parce que vous avez un moment d'abattement. Et puis peut-être le soir même, juste après, vous dites, non, bien sûr, je vais rester, sauf que ça tourne en boucle, et on a l'impression que c'est une décision définitive. J'espère que Boualem va rester, il a beaucoup plus d'amis que quelques ennemis, et puis tous ces ennemis sont minoritaires, ils vocifèrent, ils font beaucoup de bruit. Mais globalement, les gens l'aiment, les gens l'apprécient. Et vous avez bien raison de le rappeler. On parle un tout petit peu de... On est sur CNews et sur Europe 1, face à Michel Onfray. Michel, on va parler un tout petit peu de cette visite du souverain britannique Charles III
aux États-Unis. Il a été reçu évidemment en grande pompe par Donald Trump à la Maison-Blanche. Il a aussi pris la parole devant le Congrès américain et il a eu, comme toujours avec cet humour britannique et ce flegme qu'on connaît au roi Charles III, il a eu quelques mots assez rigolos à l'encontre, à l'adresse du président Trump. Il lui a dit, s'il n'y avait pas eu les Britanniques, vous parleriez français. Écoutons la petite séquence et je vous fais réagir. En effet, Monsieur le Président, vous avez récemment déclaré que sans les États-Unis, les pays européens parleraient allemand. Puis-je vous dire que sans nous, vous parleriez français ? Tout en finesse, l'humour britannique, il fait évidemment référence à cette période, la rivalité coloniale entre la France et la Grande-Bretagne en Amérique du Nord au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, ça vous a plu beaucoup, ça, Michel? J'adore. D'abord, j'adorais Elisabeth. L'élégance, la distinction, la subtilité. Enfin, il y a 10 siècles derrière cet homme-là. Cet homme a 1000 ans, le roi Charles. Et il y a 1000 ans de culture concentrée dans quelques traits d'esprit. Toute la subtilité, c'est d'une grande élégance, c'est d'une grande délicatesse. Puis-je me permettre de vous dire, et bien sûr qu'il va se permettre, et il est en train de le dire. Et on a là devant un cow-boy, quoi. On a John Wayne avec son revolver, son chapeau, il est en train de chiquer probablement du tabac, et il peut cracher dans un pot. Enfin, ce sont deux civilisations qui sont là. D'abord, on ne dit pas beaucoup que quand les Américains arrivent sur le sol normand, moi je le dis beaucoup parce que j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a expliqué ça très vite et très tôt. Les Américains n'arrivent pas parce qu'ils aiment la liberté et qu'ils viennent libérer la France. Les Américains, ils viennent parce qu'Hitler leur a déclaré la guerre, parce qu'il y a eu Pearl Harbor, parce qu'il a des sous-marins, Hitler, qui sont au large des États-Unis, parce qu'il travaille à une bombe atomique, parce qu'il a des avions à réaction, Hitler, et qu'il travaille à des fusées. Werner von Braun y travaille, et quelques temps plus tard, Werner von Braun va travailler aux fusées qui permettront aux Américains d'aller sur la Lune. C'est-à-dire que les Américains disent cette guerre que de toute façon il va nous falloir faire, on va la faire en Europe plutôt que chez nous, et on va débarquer en France. Il prévoit les Américains à l'AMGOT, AMGOT, l'administration militaire des territoires occupés, et c'est un certain général de Gaulle qui dit non. Ils ont imprimé leurs billets, ils avaient décidé, les Américains, de recycler les préfets et les sous-préfets de Vichy en disant au moins avec cela on sait que ce sont des anticommunistes. Vous aviez les partisans du Berlin-Berchtesgaden, et puis d'autres des partisans du on va après jusqu'à Moscou. Donc les Américains du genre on est là pour vous apporter la liberté, non, ils sont venus défendre leurs intérêts, ça a fait notre affaire. Et ça, c'est sûr que ça a fait notre affaire. Mais les ricains de Michel Sardou, non, je ne souscris pas à cette vision un peu courte des choses. Les Américains ne sont pas venus nous libérer, ils sont même venus, je rappelle que l'opération Overlord, ça veut dire suzerain. Suzerains. Ils sont venus pour nous vassaliser. La chose était même clairement dite. Vous nous l'avez souvent dit. Je l'ai beaucoup dit, il faut le redire pour les gens. Il faut le redire, comme vous êtes un Normand. Absolument. Donc c'est tout ça qui se trouve dit ici, avec 3 mots extrêmement du genre, oui d'accord, il y a eu ça, mais il y a eu aussi, rappelez-vous, cette époque où vous avez bien eu besoin de nous au moment de vos guerres d'indépendance, ou les guerres de souveraineté, ou ce qui a rendu possible la Constitution des États-Unis, et les Anglais n'ont pas été inutiles dans cette aventure. Je rappelle que si nous étions un peu plus au courant de notre propre histoire, on verrait que peut-être le roi a mis beaucoup d'argent dans cette aventure, et qu'il a vidé un peu les caisses de la France, et que le rôle que le roi Louis XVI a pu jouer dans cette aventure n'a pas été pour peu dans la pauvreté de la France qui a généré par la suite la Révolution française. Il faut que tout ça se lie. Et tout ça est dit dans 3 phrases, 2 mots de Charles, et avec un grand sourire, dans le genre « prends-toi ça dans les gencives ». Ah, c'est délicieux. Je trouve que c'est le génie d'une civilisation concentrée dans l'humour, et d'ailleurs, notre civilisation qui s'effondre n'est plus capable d'humour, plus capable du tout de comprendre la plaisanterie, le sous-entendu. Est-ce qu'il faut comprendre l'altérité, il faut comprendre la différence, il faut la culture. Et il faut la culture. Il faut la culture. Un tout petit mot de cet hommage qui a été rendu cette semaine au sergent Anicet Girardin en France, cette fois-ci, Michel, sur la base de Suippes dans la Marne. Ce soldat avait 31 ans, il était un soldat de la Finule, il est mort des suites de ses blessures dans une embuscade du Hezbollah dans le sud Liban. On va écouter un extrait de ce qu'a dit Catherine Vautrin, ministre des Armées qui était présente. Au Liban, nos soldats portent le béret bleu, toujours pour protéger et pour maintenir ouverts ceux qui, sans eux, se refermeraient sous le poids de la guerre. Ils y servent la paix au milieu des tensions. Ils y portent la parole de la France dans le fracas des armes. Ils y rappellent qu'entre les peuples, même lorsque tout vacille, il doit rester une voix. C'est cette voix
qu'Anissé-Girardin a servi jusqu'au sacrifice ultime. Voilà pour les mots de la ministre des Armées. Donc ça fait 3 soldats français qui sont morts au total, 1 en Irak et 2 au Sud-Liban. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel Onfray ? Que les choses ne sont pas dites dans ce discours, qui est un joli discours. Ça a été fait par des gens qui ont utilisé, qui ont fait le minimum. La vérité, c'est qu'il y a eu une embuscade, elle le dit, donc il a été tué, ce soldat. Il a été tué parce que soldat européen. Parce que soldat français est presque à bout portant. On ne sait pas très exactement comment les choses se sont passées. Enfin bon, apparemment, le Hezbollah arrive et tire et tue. Donc c'est ces choses-là qu'il faut dire. Mais comme il ne faut pas, être un maboule, eh bien on ne dit pas ces choses-là. Donc en gros, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il aurait bien pu sauter sur une mine ou quelque chose comme ça. Enfin, le détail n'est pas donné. Nous ne sommes pas en guerre. Non, bien sûr, on n'est pas en guerre. On a juste le porte-avions qui est en train de mouiller pas très loin. On a des gens qui sont là sur place qui se font tuer. On a quand même des gens qui ont été tués sciemment par des gens du Hezbollah, et on continue à dire que c'est pas notre guerre, et on continue à dire on va pas aider Trump parce que c'est pas notre guerre, et puis Trump il nous a pas gentiment donné un coup de fil en disant vous ne pourriez pas me donner un coup de main, puisque c'est ça, on va pas l'autoriser à survoler le territoire français. Bien sûr que nous sommes dans cette guerre, et nous faisons comme si nous n'étions pas dans cette guerre, comme si le pétrole ne nous concerne pas, comme si le blocus ne nous concernait pas, comme si les soldats français tués ça ne nous concernait pas non plus. Tout ça est insupportable, cette façon de ne rien voir quand il s'agit de nos ennemis, des gens qui nous disent qu'ils sont nos ennemis. C'est pour ça que sur la question des maboules, c'est pas lui qui décide de qui est ennemi, qui est ami. Vous savez, il y a un philosophe qui s'appelait Julien Freund, et qui est F-R-E-U-N-D, rien à voir avec Freud, et qui a soutenu sa thèse en présence de gens qui n'ont pas aimé beaucoup, qu'il ait distingué l'ami et l'ennemi. Et il dit, en politique, il faut savoir distinguer l'ami de l'ennemi, et si vous avez des gens qui ont décidé que vous allez être son ennemi, leur ennemi, eh bien, vous n'avez pas le choix. Si quelqu'un veut se fâcher avec vous, il ne peut pas dire « je ne veux pas que tu te fâches avec moi », il a décidé. Et c'est Jean Hippolyte, le philosophe, qui refusait ça en disant « moi je ne peux pas accepter une thèse pareille, une espèce de gauche iréniste ». Et Freud dit, si, la réalité, c'est quand même comme ça. On a des gens qui ont décidé que nous n'étions pas leurs amis, qui ont décidé que nous étions leurs ennemis, et qui nous le font savoir en tirant sur nos propres soldats, en mettant en prison nos journalistes, en mettant en prison nos écrivains. C'est pas acceptable, c'est un signe insupportable. Michel Onfray, on va évoquer maintenant le point philo. On est au lendemain de ce 1er mai. Il y a eu beaucoup de cacophonie autour du fait de est-ce qu'on peut travailler ou pas pour les fleuristes et les boulangers en ce 1er mai. Le gouvernement va présenter un projet de loi pour l'année prochaine. Mais vous nous avez proposé une lecture qui me fait beaucoup sourire, l'éloge de la paresse de Paul Lafargue. Alors expliquez-moi ce que veut dire ce texte et pourquoi il est évidemment d'actualité. Alors c'est le droit à la paresse, plus que l'éloge de la paresse. Le droit à la paresse, effectivement, de Paul Lafargue. C'en est un en même temps, vous avez raison. Mais il faut toujours... Alors on parlait tout à l'heure de l'humour de Charles, et il faut toujours contextualiser. C'est-à-dire que ce texte qui s'appelle Le droit à la paresse, 1880, qui sera repris en 83, est une réponse à un texte qui s'appelle Le droit au travail, et qui est un texte de Louis Blanc, qui lui est un... Et le François Hollande du socialisme à l'époque, si vous voulez. C'est un réformateur social, Louis Blanc. Et Lafargue, qui est le gendre de Marx, il a épousé Laura, sa fille, l'une de ses filles, écrit un texte contre Louis Blanc, de manière très ironique, et ça devient effectivement l'éloge de la paresse. Il dit simplement, regardez la réalité. Les enfants travaillent à partir de l'âge de 6 ans. À l'époque. À l'époque, bien sûr. Les femmes travaillent. Les journées de travail sont de 16 heures. Dans des conditions terribles. Il dit le corps des travailleurs est épuisé, il est massacré. C'est vrai. Quand vous travaillez comme ça, il y a les descriptions de la condition ouvrière au XIXe siècle, c'est terrible. Enfin, il faut lire la littérature de cette époque-là. Et il dit, mais il y a des machines, ça devrait pouvoir nous sauver. Les machines vont pouvoir nous sauver. Et on ne doit pas pouvoir consacrer sa vie au travail. Et il dit, il y a eu jadis une lecture chrétienne du travail. Vous savez qu'il y a le péché originel, on goûte du fruit de l'arbre de la connaissance, et que Dieu, pour punir les hommes, dit, vous allez désormais travailler. Donc le fameux tripalium, c'est-à-dire l'instrument, le joug que porte le bœuf, et donc le travail est une punition. Donc vous allez souffrir, parce que vous allez mériter ça. Et puis après, il dit, le capitalisme reprend ça en disant, vous allez travailler parce que de toute façon, il faut de la production. Et il faut produire. Donc vous allez travailler en permanence. Et le moins de congés possible, et le moins de vacances, et le moins de loisirs possible.
Et lui dit, mais non, le droit au travail, c'est ce que veulent les socialistes, c'est ce que veulent les capitalistes, c'est ce que veut l'armée, c'est ce que veulent les prêtres, c'est ce que veut toute la société. Lui, il dit, il faut le droit au bonheur, le droit au plaisir, le droit à ce qu'il appelle la paresse. Alors, il ne fait pas l'éloge des paresseux. Il dit simplement que si on travaille moins, c'est quand même beaucoup mieux. 16 heures dans la réalité, et lui propose 3 heures. Pour une raison bien simple, il dit, nous ne devons produire que ce que nous allons consommer. C'est ce qu'on appelle la décroissance aujourd'hui. Il dit, mais vous voulez produire sans cesse. Si vous produisez sans cesse, vous avez des objets à vendre. Si vous avez des objets à vendre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher des marchés étrangers. Vous allez devenir colonialiste. Il dit, cette surproductivité, elle suppose le colonialisme. Donc vous allez dans des pays, vous allez piller leur terrain, leur sous-sol, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que Trump fait et ce que Xi Jinping, etc., fait en Afrique. C'est-à-dire il s'agit d'aller voler le sous-sol de ces gens-là, de les exploiter. Et il dit, le colonialisme, les armées coloniales, tout ça va avec le travail. Et il dit, vive la joie, vive le bonheur, vive le plaisir. Et il fait l'éloge de journées rabelaisiennes dans lesquelles on boit, on mange, on lutine, et puis on se repose parce qu'on a le droit, on a bien le droit de la paresse, quoi. Appelons ça comme ça. C'est une ligne de fracture qui oppose encore aujourd'hui Sandrine Rousseau, et qui a fait l'éloge de la paresse, le droit à la paresse, l'éloge du droit à la paresse, je dirais, et pendant que en face, j'oublie son nom, du Parti communiste, Fabien Roussel, je cherchais son prénom, Fabien Roussel, lui, fait l'éloge du travail. C'est-à-dire la vieille gauche old school, celle qui a ma sympathie, la gauche du Parti communiste, qui estimait que le travailleur, voilà, c'était pas rien. Le mineur, le paysan, l'ouvrier, le type à sa locomotive, le travail, c'est pas détestable, c'est même honorable. Le PC dit ça, disait, et le dit encore aujourd'hui quand il s'agit de Fabien Roussel, mais pas de Yann Brossat, et quand il s'agit de Madame Rousseau, elle dit retrouvons le droit à la paresse. Et c'est très rousseauiste, pas Jean-Jacques si vous voulez, plutôt. Et lui il fait l'éloge des tribus primitives. Là on a le droit de parler des tribus primitives, on a le droit de parler de Darwin, et il dit regardez la beauté des primitifs, ils ne sont pas abîmés par le travail, ils ont des corps magnifiques, ils sont pas dans l'alcoolisme, dans la misère, dans la pauvreté, ils sont dans un rapport à la nature. Il faut retrouver ça. Une espèce de proximité avec la nature, un rapport à la production qui soit indexé sur la consommation. Produisons ce dont nous avons besoin, pas au-delà, et ça évitera les guerres, le colonialisme, etc. Je dois dire que c'est un texte extrêmement intéressant parce que l'intelligence artificielle pose la question de l'avenir du travail. Tous ces gens qui aujourd'hui disent il faut travailler plus, il faut, etc., n'ont pas compris que la vraie question c'est le travail va être remplacé par l'intelligence artificielle. Et les robots, notamment, qui feront tout à notre place. Bien sûr, les robots en font partie. Il y a que ferons-nous si nous n'avons pas de travail? Eh bien, si on veut repenser le travail, il faut le penser à partir de la question de l'intelligence artificielle, ce que aucun candidat au présidentiel, aux élections présidentielles ne fait. C'est pourtant ça le sujet. C'est pas est-ce qu'on abolit les 35, est-ce qu'on revient à 39, est-ce que la retraite c'est des annuités de ceci, etc. C'est juste de dire quand dans 5 ans, un tas de métiers seront faits par l'intelligence artificielle, on aura l'air fin avec nos 35 heures ou nos 39 heures ou je ne sais quoi. Donc il nous faut au moins un débat sur ce sujet-là avec les candidats au présidentiel. On peut recourir aujourd'hui au droit à la paresse, demander le droit à la paresse en disant mais retrouvons la possibilité vraiment du loisir pour que nous retrouvions le sens et le goût du travail. Il y a plein de jeunes qui n'ont plus envie de travailler. C'est passionnant et on en reparlera vraiment dans les prochaines émissions parce que la vision de Musk, qui dit Elon Musk, dit un jour il n'y aura plus du tout de travail, tout le monde aura un revenu universel élevé et il faudra remplir nos vies par autre chose que le travail. Prochain thème de débat. Merci à vous Michel Onfray, c'était votre émission sur CNews et sur Europe 1. À la semaine prochaine.